je suis chargé d'une mission importante, c'est après ce repas de vous tenir éveillé. Donc je vais essayer de faire une présentation dynamique. Donc effectivement, je vais vous présenter un travail qu'on a mené dans le département épidémiologie en entreprise avec ma collègue binôme Stéphanie Boigny que vous avez vu ce matin. Donc c'est une étude épidémiologique sur les coexpositions aux facteurs de risque physiques et psychosociaux sur la survenue d'accidents du travail. Alors tout d'abord, quelques notions de contexte. Donc c'est l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale qui définit l'accident du travail et considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Donc, il faut savoir qu'il y a une jurisprudence qui date de 2003 qui précise que la lésion peut aussi bien être de nature physique que psychique. Et donc, il y a une obligation pour l'employeur de déclarer un accident à la caisse primaire d'assurance maladie qui, elle, va se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident. Et donc, on distingue classiquement les accidents du travail des accidents de trajet. Les accidents de trajet sont ceux qui ont lieu entre le lieu de travail et le lieu de résidence, mais qui ne feront pas l'objet de cette étude du fait d'une étiologie particulière. Et donc, en fait, ce qu'on peut dire déjà, c'est que les accidents du travail sont globalement moins fréquents qu'il y a une cinquantaine d'années, mais ils restent toujours nombreux et engendrent encore des coûts très important, que ce soit pour le salarié, que pour l'entreprise, que pour la société en général. Et donc les accidents du travail sont en constante évolution. La Caisse nationale d'assurance maladie a reconnu, par exemple en 2016, 10 000 affections psychiques en tant qu'accident du travail. Et on sait aussi que les lombalgies prennent une part de plus en plus importante dans les accidents du travail. Bien sûr, il y a des grandes différences sectorielles. Donc pour preuve, ici, vous avez l'évolution du nombre d'accidents du travail donc recensés par la Caisse nationale d'assurance maladie entre 2000 et 2019, donc avant Covid. Donc on voit par différents secteurs d'activité. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une tendance globale à la baisse ou à la stagnation, excepté pour cette fameuse courbe rose en haut, qui correspond notamment aux activités de services liées à la santé. Et si on s'intéresse à l'indice de fréquence, c'est-à-dire on va rapporter ce nombre d'accidents pour 1000 travailleurs, on observe également des tendances à la baisse et à la stagnation, notamment une forte baisse dans le BTP, mais pour cette fameuse courbe rose, depuis 5-6 ans, une augmentation aussi de cet indice de fréquence. Donc tout ça pour dire qu'en fait, les accidents du travail restent un sujet de préoccupation actuel. Donc, si on s'intéresse au schéma conceptuel des déterminants des accidents du travail, donc déjà on a la sphère macro-environnementale, donc on a parlé des lois, des normes, on a la conjoncture également. On a cette sphère individuelle, donc liée par exemple à la consommation de psychotropes, aux troubles du sommeil, à la consommation d'alcool, ou à la perception du risque aussi. On a aussi cette sphère organisationnelle qui comprend la structure et l'organisation de l'entreprise, ainsi que la gestion et la politique d'entreprise. Mais ici, ce qui va nous intéresser de notre étude, ce sont les situations de travail, puisque l'objectif de l'étude était de déterminer les facteurs liés aux situations de travail prédictifs de la survenue d'accidents du travail. Donc ça correspond aux facteurs de risque physique qui concernent à la fois les tâches que le travailleur a à réaliser, le matériel et l'environnement du poste de travail. Et ça concerne aussi les facteurs de risque psychosociaux. Donc là, je vous ai remis la définition de Golac de 2011, qui sont les risques pour la santé mentale, physique et sociale engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Donc ici, ça va consister dans un premier temps à identifier les facteurs psychosociaux et les facteurs physiques qui déterminent la survenue d'accidents du travail, puis dans un second temps, de caractériser les effets de la multi-exposition sur la survenue de ces accidents du travail. Alors pour ce faire, nous nous sommes reposés sur l'enquête conditions de travail, chère à Thomas Coutreau,
avec cette édition de 2013, qui est une enquête menée par la DARES tous les 7 ans, qui permet des analyses fines par catégorie socio-professionnelle et secteur d'activité sur l'ensemble de la population active. Et donc, pour la première fois, ces sujets ont pu être réinterrogés dans le temps, puisqu'en 2016, les mêmes sujets ont pu être interrogés qu'en 2013. Il s'agit d'un échantillonnage représentatif de la population active française. Et donc, l'interrogation s'est faite en face à face à l'aide d'un questionnaire standardisé. Donc, en 2013, premier temps de mesure, on a pu ainsi définir un certain nombre de caractéristiques sociodémographiques, de santé, mais aussi caractériser les expositions professionnelles, notamment ceux liés aux facteurs de risque physique, aux facteurs de risque psychosociaux, et ceux de manière très détaillée. Et nous avons aussi des notions d'organisation du travail. En 2016, ça nous a permis notamment de retracer la carrière professionnelle de ces salariés, mais également, et ça c'est une chose très intéressante, c'est qu'on a pu apparier les données donc des répondants à l'enquête aux données externes, donc de consommation de soins du SNIRAM, et aux données de sinistralité de la Caisse nationale d'assurance maladie, et ainsi retracer les accidents du travail survenus entre 2013 et 2016, qui est notre période de suivi. Donc, comment avons-nous caractérisé l'exposition aux facteurs de risque professionnels ? Donc, nous sommes basés sur les réponses au questionnaire, en codant donc les questions du moins exposant au plus exposant. Et avec des méthodes statistiques dont je vais vous passer les détails ici, nous avons pu définir 6 scores d'exposition aux facteurs de risque physique. On a ainsi un score d'exposition aux postures contraignantes et inconfortables, au port de charges lourdes, aux vibrations et secousses, au bruit, aux difficultés liées à la tâche et à l'environnement de travail néfaste. Et avec d'autres méthodes statistiques, nous avons pu aussi obtenir un score synthétique de facteurs de risque physique. Par rapport aux expositions aux facteurs de risque psychosociaux, nous avons respecté les 6 grandes familles catégorisées par Golac. Donc nous avons un score pour l'intensité du travail, les exigences émotionnelles, le manque d'autonomie, le manque de soutien social, les conflits de valeurs et l'insécurité de la situation de travail. Et de la même manière, nous avons un score synthétique de facteurs de risque psychosociaux. Et c'est sur la base de ces 2 scores synthétiques que nous avons pu nous interroger et analyser les coexpositions sur la survenue d'accidents du travail. Donc là, en fait, je vous ai montré un peu à quoi correspondait cette variable synthétique pour les facteurs de risque physique. Donc on retrouve les 6 grandes familles de facteurs de risque physique. Et donc, en bleu clair, vous avez un groupe de faiblement exposés, en bleu, modérément exposé, et en bleu marine, un groupe de fortement exposés, où on voit qu'à chaque fois, l'exposition augmente en fonction du groupe dans lequel ils sont. Par rapport aux risques psychosociaux, nous avons identifié 3 groupes d'exposition. Donc en violet, vous avez les fortement exposés aux 6 facteurs de risques psychosociaux. Et donc en rose, vous avez les faiblement exposés et les modérément exposés. Alors ce qui les différencie principalement, c'est que les modérément exposés vont avoir une intensité du travail un peu plus forte, un léger manque de soutien social un peu plus fort et une forte insécurité de la situation de travail. Donc là, je vous ai remis ce graphique parce que nous avons décidé déjà de faire une analyse focalisant sur cette fameuse courbe rose. Ce sont ce qu'on a appelé, nous, les travailleurs du médico-social et de l'aide et du soin. Donc c'est une définition assez large de travailleurs. Et donc, ce sont les travailleurs qui donnent une réponse concrète aux besoins des autres, des plus jeunes aux plus anciens. Ça va du soin à la dépendance, au repas, à l'espace vital, au bien-être. Et donc, dans notre enquête, c'est ceux qui ont déclaré avoir comme fonction principale le soin des personnes ou occuper une profession principale de soins ou d'assistance aux personnes. Donc ici, vous avez des exemples de professions concernées. Les infirmières, les sages-femmes, les professions médicales et paramédicales, l'aide à domicile, les assistantes maternelles et les agents de services hospitaliers.
Et cet échantillon correspond à un peu plus de 4400 travailleurs, donc affiliés au régime général, pour pouvoir apparier ces données aux données de la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc, si on s'intéresse aux expositions à des facteurs de risque physiques et à la survenue des accidents du travail, donc ici, je vous ai remis les 6 catégories de facteurs de risque physiques détaillés. Donc, on remarque ici que les postures contraignantes et inconfortables, le port de charges lourdes, les difficultés liées à la tâche et l'environnement de travail néfaste sont associés significativement à un excès de taux d'accident du travail par rapport à ceux qui sont faiblement exposés. En revanche, pour ce qui est exposition aux vibrations et secousses et bruit, donc dans cette population qu'on va appeler du soin, il y a une tendance à l'augmentation, mais elle n'est pas significative. Si on revient sur notre variable synthétique, il y a une association statistiquement significative et forte entre l'exposition à des facteurs de risque physiques, même des multi-expositions à des facteurs de risque physiques, et l'augmentation du taux d'accident du travail. Et donc ça, ce sont des modèles qui sont faits toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire ils vont prendre en compte l'âge, le sexe, l'ancienneté, le niveau de diplôme, le type de contrat et la durée d'emploi sur la période de suivi. Si on s'intéresse aux expositions à des facteurs de risque psychosociaux et la survenue d'accidents du travail, de la même manière, on retrouve ici, chez nos travailleurs du soin, que les exigences émotionnelles, le manque d'autonomie, le manque de soutien social et une forte insécurité de la situation de travail sont associés à une augmentation des taux d'accidents du travail chez ces travailleurs. En revanche, l'intensité du travail et les conflits de valeurs, même si on voit une tendance, les résultats ne sont pas significatifs. Si on reprend notre variable synthétique d'exposition aux facteurs de risque psychosociaux, on voit une augmentation significative avec l'exposition aux facteurs de risque psychosociaux. Donc plus les facteurs de risque psychosociaux sont cumulés et sont importants, et plus les taux d'accident du travail prédits vont être importants également. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de regarder la coexposition entre ces facteurs de risque physiques et ces facteurs de risque psychosociaux sur la survenue d'accidents du travail. Donc là, vous avez 3 groupes d'histogrammes. Donc à gauche, vous avez les exposés faiblement aux contraintes physiques. Au centre, les modérés. Et à droite, les fortement exposés aux contraintes physiques. Et ce qu'on peut déjà dire, c'est que pour les faiblement exposés aux facteurs de risque physique, il n'y a pas de différence significative de taux d'accident du travail, quel que soit le niveau d'exposition aux facteurs de risque psychosociaux. En revanche, à partir du moment où on a une exposition à des contraintes physiques modérées, voire élevées, on voit un risque statistiquement significatif beaucoup plus élevé avec l'augmentation des facteurs psychosociaux. Et on constate même que pour les expositions physiques élevées, la droite est plus abrupte. Et cela va dans le sens d'une potentialisation donc, de ces expositions à ces 2 types de facteurs de risque sur le risque d'accident du travail. Ensuite, on a essayé d'aller un peu plus loin. On a essayé de dresser le profil des co-exposés qui avaient les taux d'accident du travail, enfin les taux prédits d'accident du travail les plus élevés. Donc pour cela, on a regardé les 6 combinaisons de risques physiques, les 6 combinaisons de risques facteurs psychosociaux, et on a calculé des taux prédits pour chacune des combinaisons 2 à 2 entre ces risques. Et on a ainsi identifié des combinaisons de co-exposés avec des taux d'accident du travail les plus élevés. Et on a ainsi 16% de nos 4400 travailleurs qui se retrouvent avec des taux d'accident de plus de 40 accidents du travail prédits pour 1000 travailleurs année. Et donc on a essayé de comparer par des méthodes statistiques qu'est-ce qu'ils avaient en particulier par rapport à ces autres travailleurs de l'aide et du soin et du médico-social. Et donc, on s'est basé sur des modélisations qui ont pris en compte un certain nombre de variables sociodémographiques, d'activités professionnelles et notamment des données organisationnelles.
Et donc, on a pu définir ce profil de ces 16%. Et donc, il y a deux fonctions qui ressortent ici. Nous avons les fonctions d'aide-soignant et les fonctions d'agent de service hospitalier qui sont surreprésentées dans ces 16%. Et ils ont en commun des caractéristiques organisationnelles. Donc, un manque de prévisibilité des horaires contrôlés, un manque de souplesse des horaires, des heures supplémentaires, des mesures préventives insuffisantes et un déséquilibre travail-famille fort. Donc ça peut donner des pistes de prévention pour la suite. On pourra en reparler. Mais quid de qu'est-ce qui peut se passer dans d'autres types d'activités? Donc là, j'ai pris un exemple. Donc c'est l'exemple assez large de la production, chantier, exploitation. Je vais l'appeler ici l'école bleue, mais m'en voulez pas si ça ne représente pas tous les cols bleus. On va les appeler comme ça. Donc ça représente 2500 travailleurs de notre enquête et nous avons opéré au même type d'analyse sur l'éco-exposition. Il vous reste 10 minutes. Et ici, ce qui en ressort, c'est que sur ces travailleurs, ici, nous n'avons pas trouvé de différence statistiquement significative de taux, quel que soit le niveau d'exposition aux facteurs psychosociaux en fonction des strates de facteurs de risque physique. Donc c'est une absence de potentialisation significative, statistique, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'existe rien. Alors, comment expliquer cette différence de potentialisation éventuelle des risques sur les accidents du travail? D'une part, peut-être, sûrement, que dans le soin, en fait, on a ici, dans notre échantillon, 84% de femmes, alors que chez nos cols bleus, on a 80% d'hommes. Mais est-ce que ça serait aussi lié à des différentes expositions aux facteurs de risque physique? Alors ici, on peut les comparer. Donc à gauche, vous avez à chaque fois le soin, à droite, les cols bleus. Plus c'est bleu foncé, plus ce sont des expositions fortes. Et on retrouve que ces deux types d'activités ont des postures contraignantes et inconfortables, le port de charges lourdes et des difficultés liées à la tâche déclarées de manière à peu près équivalente. En revanche, pour les trois autres facteurs de risque physique, ils sont vraiment beaucoup plus forts dans le milieu des cols bleus. Donc on a vraiment des différences déjà d'exposition aux facteurs de risque physique entre ces deux types d'activités, ce qui peut déjà expliquer certaines choses. Après, on peut peut-être aussi expliquer cette différence de potentialisation des risques par des différentes expositions aux facteurs de risque psychosociaux. Donc de la même manière, si on compare, on remarque qu'ils sont à peu près équivalents par rapport aux expositions à l'intensité du travail, au manque de soutien social, à l'insécurité de la situation de travail. En revanche, dans le soin, on a davantage d'exigences émotionnelles qui sont déclarées et davantage de conflits de valeurs, alors que pour les cols bleus, on a davantage de manque d'autonomie. Donc, première conclusion, ce qu'on peut dire déjà, c'est que cette enquête conditions de travail nous a permis d'avoir des données longitudinales, et ce qui est assez rare, en fait, dans ce type d'analyse, dans des données épidémiologiques, sur les accidents du travail. Et là, on a pu, du fait de cet appariement avec des données externes, avoir des accidents du travail objectivés sur la période de suivi. Et ça, c'est assez inédit, avec un large effectif qui a permis de cibler des secteurs privilégiés. Donc si on en revient à notre catégorie du médico-social et de l'aide du soin, donc pour ces travailleurs, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas d'un côté les RPS et de l'autre les risques physiques, mais bien un effet de potentialisation sur le risque d'accident du travail. En particulier, le fait d'être soumis conjointement à une forte exposition aux risques physiques et à une forte exposition aux risques psychosociaux augmente le risque de survenue d'accident du travail par rapport à une personne non exposée. Et là, on augmente le risque par 4, en fait. Et ce phénomène de potentialisation montre qu'il est important de ne pas considérer uniquement les facteurs de risque physiques, comme c'est encore souvent le cas pour analyser la survenue d'accidents du travail, mais également de prendre en compte de la même manière les facteurs psychosociaux. Et ça montre aussi qu'il faut poursuivre les études sur l'impact des risques psychosociaux. Aussi, on peut dire également que l'organisation du travail est un levier d'action
puisque nous avons identifié une série de facteurs de risque qui prédisent le fait d'être dans des groupes de combinaison de facteurs de risque à haut risque d'accident du travail, avec 2 fonctions particulières, mais notamment des déterminants organisationnels. Un manque de prévisibilité et de souplesse des horaires, des heures supplémentaires, des horaires contrôlés, un déséquilibre travail-famille et des mesures préventives insuffisantes. Et c'est peut-être là-dessus qu'on pourrait agir pour réduire les risques psychosociaux éventuellement et le risque d'accident du travail. En termes de perspective, on peut dire qu'il y a une nécessité d'une approche par type d'activité professionnelle. On l'a bien vu en comparant ces 2 types d'activités. Et actuellement, c'est un travail en cours. Il y a une analyse des combinaisons, des coexpositions et des déterminants organisationnels sur d'autres types d'activités. Donc pour le domaine de la production, de l'exploitation et des chantiers, il y a encore un travail de recherche qui est en cours pour trouver des variables organisationnelles communes également. Mais on va aussi s'intéresser à la maintenance, logistique, à l'hôtellerie-restauration et au commerce. Et ce qui est intéressant aussi, du fait de cette différence de potentialisation, c'est en fait, là, la caractérisation de l'exposition s'est faite au départ. Nos groupes homogènes d'exposition se sont faits sur l'ensemble de notre population d'enquête. Et là, en fait, il serait intéressant de créer des groupes homogènes d'exposition par type d'activité et donc en intra-activité et pouvoir zoomer davantage et avoir identifié des choses nouvelles. Donc, il y a eu un certain nombre de valorisations scientifiques, donc une thèse de doctorat donc en épidémiologie, dont Madame Million a parlé. Donc là, vous avez le lien pour avoir désormais le lien en accès libre depuis le 1er juin. Voilà. Et donc, il y a eu un certain nombre d'articles scientifiques. Donc, il y en a 2 en anglais qui ont été publiés dans des revues internationales à comité de lecture. Et il y a notamment une revue de la littérature qui a été publiée dans les archives des maladies professionnelles. Donc, celle-ci, elle est en français. Et Stéphanie Boigny en a parlé un peu ce matin dans sa synthèse introductive. Et je profite aussi de l'auditoire nombreux pour parler d'une autre étude épidémiologique en cours, qui est une étude sur la prévention des risques physiques dans les EHPAD et qui tient compte des conditions de travail, notamment les risques psychosociaux et l'organisation. Donc c'est un appel à nous rejoindre et à participer à notre enquête. Donc c'est en rapport avec la formation PRAP de ZES. Et donc, sur cette nouvelle compétence qui est arrivée depuis quelques mois, depuis quelques années, c'est sur l'accompagnement de la mobilité de la personne aidée dans les EHPAD et qui prône plutôt un zéro portage et une envie d'éviter de mobiliser la personne, que le soignant évite de soulever et de se blesser en mobilisant le bénéficiaire. Et donc, quels bénéfices pour la prévention des accidents du travail et des troubles musculo-squelettiques peuvent amener ces nouvelles compétences donc, qui sont rentrées donc, dans la formation PRAP. Donc, si vous êtes responsable d'un EHPAD ou préventeur dans un EHPAD avec au moins 5 ans d'existence, si vous êtes volontaire, bien sûr, et si vous allez vous engager donc, dans le déploiement de la démarche ALM en 2023 et 2024, venez rejoindre les EHPAD qui nous ont déjà rejoints dans cette étude. Et donc, ça va consister à interroger et les établissements, mais aussi les salariés qui sont concernés par cette formation. Et ça permettra d'apporter des connaissances nouvelles pouvant conduire à des recommandations concernant la prévention des accidents du travail, mais aussi des douleurs au niveau du dos et des membres supérieurs dans le secteur de l'aide et du soin à la personne. Donc, pour contact, ma binôme ici, avec tout ce que vous voulez. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Régis Collin. Et l'appel est lancé. Donc nous allons passer aux questions. Je vous rappelle que dans le fil de discussion, vous pouvez les poser. Et puis, Paul et Boubacar ont des micros. Est-ce que j'ai retrouvé? Alors, Paul est ici, Boubacar est ici, voilà. Et ils vous apporteront des micros. Vous levez simplement la main. Michael Gosset fait remarquer qu'il est intéressant de constater que le secteur de la chimie est le moins impacté, alors que les dangers me semblent présents au quotidien. Risques chimiques, port de charge, environnement particulier. Pensez-vous que cela soit lié à la culture sécurité, à la sensibilisation au risque du personnel ou à l'innovation technique des outils et des machines?
Alors effectivement, je pense que c'est déjà quelque chose qu'on peut voir. On le voyait déjà dans les courbes que j'ai montrées par rapport à l'évolution des accidents du travail. On voit bien que ce sont les secteurs qui historiquement les plus accidentés ont fait l'objet de davantage de prévention. C'est souvent des secteurs qui étaient très très concernés par des expositions aux facteurs de risque physique. Bon là en fait c'est une multi-exposition qui prend en compte ici cette analyse les risques psychosociaux et les risques physiques. On n'a pas pu prendre en compte le risque chimique et le risque biologique notamment. Puisque à un moment donné, ça ne répondait pas à notre question de recherche. Mais effectivement, on peut voir qu'il y a eu des efforts de prévention qui ont été faits beaucoup sur des risques, on va dire, facilement identifiables et qu'il y a beaucoup d'efforts de prévention à faire au niveau des nouveaux métiers, du tertiaire notamment, qui font appel à beaucoup plus d'exigences émotionnelles, qui font appel à beaucoup plus de ressources qui peuvent avoir des conséquences sur la santé mentale notamment. N'hésitez pas à lever la main si vous voulez poser une question. Alors, quelques petites demandes de précision ou de définition. À quoi fait-on référence pour difficultés liées à la tâche et environnement de travail néfaste? Pouvez-vous préciser? Oui, tout à fait. Alors, par rapport aux difficultés liées à la tâche, en fait, ça correspond à 4 items. Donc, c'était ne pas pouvoir quitter son travail des yeux lors de l'exécution de sa tâche. C'est le fait de devoir lire des lettres et des chiffres qui sont de petite taille, qui sont mal écrits, qui sont illisibles. C'est le fait d'avoir aussi devoir manipuler des objets très petits avec des détails très fins. Et il y avait aussi cette dimension sur des signaux visuels ou sonores qui, bref, imprévisibles ou difficiles en fait à détecter. Donc ça, c'était pour les difficultés liées à la tâche. Par rapport à l'environnement de travail néfaste, en fait, c'est une combinaison d'un certain nombre d'items. C'était le fait de devoir travailler dans des environnements sales, humides, avec des courants d'air, avec des températures extrêmes, qu'elles soient froides ou chaudes, avec une absence ou des mauvaises conditions de locaux sanitaires. Une absence de vue sur l'extérieur notamment ou une absence d'intimité au travail. Question de Nathalie Renaud. Comment définissez-vous les charges? Les charges. Les charges, le port de charge? Madame Renaud, si vous pouvez préciser, n'hésitez pas. Oui, je pense que c'est ça. C'est ça. En fait, c'était une question qui était posée directement dans le questionnaire et qui demandait si le travailleur était amené à porter régulièrement des charges lourdes. Donc en fait, effectivement, des charges peuvent être très subjectives en fonction notamment du genre, en fonction de pas mal de choses en fait. Karine Bontemps, il serait intéressant d'avoir les composantes de la variable synthétique tant physique que RPS. Je la relis. Ah oui, d'accord. Les composantes de la variable synthétique, oui. Eh ben, en fait, je les ai montrées. Ce sont tous les 6 scores, les 6 sous-scores que j'ai pu vous montrer tout au long de la présentation. C'est sur la base de ces 6 scores-là que nous avons fait des analyses factorielles de correspondance et des classifications ascendantes hiérarchiques pour définir des profils homogènes d'exposition, en fait. Donc, Madame Bontemps, vous pouvez télécharger via l'onglet Programme la présentation de Monsieur Collin et vous trouverez donc. Et pour davantage de détails, parce qu'en fait, il y a encore des sous-familles qui n'ont pas pu être présentées ici, et ils sont accessibles dans ma thèse, et il y aura un certain nombre de détails. Donc, Nathalie Renaud précise que c'était bien les charges lourdes. Donc, charges lourdes. Comment définissez-vous les charges lourdes? Donc j'ai donné la réponse. Voilà. Merci beaucoup. Alors Anne Dufez, je regarde dans la salle, s'il y a un bras se lève. Oui, on va vous apporter un micro, madame. Anne Dufez, est-ce que la typologie de l'accident du travail est prise en compte? Plus de douleurs de type TMS et aussi plus de douleurs de type TMS et aussi plus de risques cardiovasculaires en lien avec exposition aux facteurs de RPS. Alors, pour une raison évidente de considération statistique, en fait, on sait que les accidents du travail sont des événements rares, donc nous n'avons pas pu stratifier nos analyses sur le type d'accident du travail. Donc ça, déjà, c'est une première réponse. Après, ce qu'on a pu faire quand même, c'est essayer de voir s'il y avait des différences de type d'accident du travail, mais d'un point de vue descriptif.
en fonction, si on reprend par exemple nos travailleurs du médico-social et de l'aide du soin, on avait par exemple les infirmières qui étaient davantage exposées, et ça c'est lié à leur fonction, à des problèmes d'empoisonnement ou d'AES, c'est comme ça qu'on appelle ça, il me semble. Voilà, d'exposition au sang. Donc ça, c'est lié à leur fonction. Mais en fait, par rapport au type d'accident, si on regarde la nature des lésions concernées, on voit que chez les aides-soignants et chez les agents de service hospitalier, le dos est vraiment surreprésenté en termes de siège de lésion par rapport aux infirmières, par exemple. Tout en sachant que les AES sont déclaratifs. Sont déclaratifs. Madame, je vous laisse vous présenter. Diane Adam, je suis consultante en santé, sécurité, conditions de travail pour le cabinet de gestes et ergonome de métier. Donc, travaille pour les représentants du personnel, la plupart du temps en cas de risque grave ou de projets importants. Moi, c'est plus une remarque, enfin une question. Suite à de nombreuses expertises, de nombreuses interventions dans différentes entreprises, on constate la plupart du temps une dissociation de la gestion de la prévention des risques en fonction de leur nature, avec la plupart du temps un service prévention des risques qui va être plus sur le risque physique et un service RH qui est plutôt sur les risques psychosociaux. Et nous, on s'interroge toujours sur le pourquoi de cette dissociation et sur le risque d'inefficacité des mesures de prévention quand on sait qu'effectivement, il y a des effets collatéraux des risques psychosociaux et des risques physiques entre eux. Et donc, on s'interroge de la pertinence de cette dissociation et on n'arrive jamais à avoir une réponse sur le pourquoi de cette dissociation-là entre deux champs de compétences différents. Il y a certaines organisations qui sont en train d'évoluer là-dessus et d'essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus commun à ces deux grandes familles de risques, mais c'est plutôt rare. Et enfin voilà, c'était plus une remarque qu'une réelle question. Alors, merci pour votre remarque. Et je partage tout à fait votre avis, d'autant plus que dans la réalité de terrain, en fait, on n'est jamais exposé qu'à un seul risque. Et il y a un très beau travail de 2021 qui a été fait par des experts de l'ANSES, de Santé publique France, et puis de l'INRS aussi, et de la DARES, qui s'est intéressé en fait à 5 grands risques, puisque là on n'en citait que 2, mais effectivement il y a le risque chimique, il y a le risque biologique, donc il y avait les facteurs organisationnels, les risques psychosociaux et les risques physiques. Et en fait, on voit bien qu'en fonction il y a eu des typologies, il y a eu, je crois que c'était une douzaine de typologies de types d'emplois qui ont été identifiés. On remarque que dans l'aide des soins, en fait, ils sont concernés par les 5 types de risques. Donc d'autres par 3, d'autres par un seul. Mais en fait, l'essentiel, quelle que soit la typologie, ont plusieurs risques à gérer. Et en fait, on a toujours une approche monorisque, alors qu'en fait, de plus en plus maintenant, des études épidémiologiques et d'autres considérations aussi ont tendance à regarder les multi-expositions et essayer de voir un peu le panachage que peuvent avoir, ce fameux effet cocktail que peuvent avoir plusieurs expositions. On peut parler aussi des expositions aux risques chimiques et physiques ou à d'autres types, mais là c'est un vaste débat. Monsieur Collin, dernière question avec une réponse rapide s'il vous plaît. Question de Clément Sandrieux. Merci beaucoup pour le partage des résultats. Comment expliquez-vous l'absence de potentialisation chez les cols bleus par rapport au médico-social? Car au final, l'exposition aux risques physiques ou RPS ne semble pas si différente. Est-ce qu'il y aurait plus de prévention dans l'industrie que dans le secteur médico-social ou plus de prévisibilité dans les horaires ou d'autres explications? Alors je pense que ça déjà oui c'est un début d'explication étant donné que c'était un domaine qui était fortement touché par les accidents du travail et donc on sait qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été menés là-dessus, menés sur le domaine du BTP, dans le domaine de l'industrie.
Comment expliquer? Je pense que ça vient aussi de la nature des facteurs de risque physiques et de la nature des facteurs de risque psychosociaux, parce que même s'ils en ont en commun, il y a aussi quelques différences. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est le travail qui est en cours, avec une caractérisation en intra qui va pouvoir vraiment regarder et zoomer les différences en intra-activité. Et donc peut-être là, on va pouvoir voir des choses différentes avec un nouveau regard. Merci beaucoup à Régis Collin de l'INRS.